Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui se passe sur la rive sud de Montréal, mais qui pourrait vraiment redéfinir la vie urbaine pas mal partout au Québec. On a entre les mains une analyse assez fascinante basée sur des données de wikiresidence.ca et infodrone.ca et qui décortique la métamorphose de Brossard. Et oubliez l'image de la banlieue classique, là, on va parler d'un endroit où on construit maintenant des tours de 30 étages et où, chose impensable il y a 10 ans, de plus en plus de ménages choisissent de n'avoir aucun char. C'est un changement de paradigme complet. L'objectif de notre analyse, c'est vraiment de comprendre comment. Comment une seule station du REM, la station du quartier, est devenue comme le patient zéro d'un nouveau type de développement. C'est pas juste une question d'immobilier alors. Non, pantoute, c'est l'émergence d'un tout nouveau mode de vie. Absolument. Alors commençons par le catalyseur de tout ça, l'effet RUM. Les sources décrivent la station du quartier comme un véritable, et je cite, accélérateur de particules pour le quartier. C'est une bonne image. Oui. Pour donner une idée de l'ampleur, là, la branche rive sud du RUM, c'est déjà plus de 30 000 passages par jour, en semaine. Et le chiffre qui change tout, la gare centrale de Montréal est à 17 minutes. 17 minutes, c'est fou. C'est plus rapide que de traverser le centre-ville en métro à l'heure de pointe, tu sais. Et l'impact économique a été, immédiat, presque brutal. On ne parle pas de projection lointaine, on parle de ce qu'on observe sur le terrain depuis l'ouverture. La valeur foncière dans un rayon de 800 mètres autour de la station a littéralement explosé. Exploser, c'est-à-dire? On parle de hausses qui peuvent atteindre 20 à 25% de plus que dans les zones juste à côté, mais qui ne sont pas desservies. L'investissement est colossal. Le projet Solar Uniquartier, qui est comme le cœur du réacteur, c'est plus de 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard. Et ça compte déjà plus de 2600 logements. Ok, 1,3 milliard, des tours qui poussent partout, on voit bien l'ampleur du chantier, mais j'avoue que j'ai du mal à imaginer la vie de tous les jours là-dedans. On reste en banlieue, après tout. Est-ce que les gens prennent encore leur voiture pour aller chercher une pinte de lait ou est-ce que le mode de vie a vraiment basculé? C'est la question cruciale. Et la réponse, c'est oui, ça a basculé. Et là, on voit un truc qui, franchement, était impensable sur la rive sud il y a 10 ans. Quoi donc? Des gens qui se débarrassent de leur deuxième voiture, voire de la seule voiture du ménage. Ah ouais. C'est quand même une petite révolution. La densité des commerces, la connexion directe au centre-ville, tout ça fait que pour beaucoup, la voiture devient une option. Pas une nécessité. Exactement. Et ça attire d'ailleurs une population très mixte. On y trouve des retraités actifs qui vendent leur bungalow pour un mode de vie plus simple, mais aussi de jeunes familles attirées par la modernité et la promesse d'un quotidien sans trafic. Une banlieue sans trafic, c'est un bon argument de vente, ça. Mais cette popularité, j'imagine que ça vient avec une pression énorme sur les prix. Énorme, c'est le mot. C'est le principal défi en fait. Comment s'assurer que ce quartier ne devienne pas une enclave dorée complètement homogène socialement? La question de l'intégration de logements abordables est sur toutes les lèvres. Parce que sans ça, on risque de créer un modèle à deux vitesses. Où seuls les ménages à revenus élevés peuvent en profiter. C'est ça. Seuls eux pourraient profiter de cette nouvelle urbanité. Et cette urbanité prend de la hauteur, littéralement. Parlons de la phase la plus récente, la course vers le ciel. On apprend dans les sources que la ville de Brossard a approuvé la construction de tours de 30 étages. C'est une première là-bas. Une grosse première. Une première tour a été autorisée fin 2025. Le chantier doit commencer en 2026. On parle d'un potentiel de 1800 à 3000 nouveaux logements, juste là. Ça donne le vertige. Ça donne le vertige, oui. Et ça change surtout le statut du secteur. Il y a un aspect psychologique très fort ici. Brossard ne se voit plus comme une simple alternative à Montréal. Ce quartier se positionne maintenant comme un compétiteur direct. Un compétiteur direct de Griffinton, vraiment. N'est-ce pas un peu exagéré? On parle quand même de la rive sud. Je comprends le scepticisme, mais il faut voir plus loin. Ce qui renforce cette position, c'est que la station du quartier, ce n'est pas un simple terminus. C'est en train de devenir un véritable carrefour, un hub. Ok. Avec l'ouverture de l'antenne du REM vers Deux-Montagnes en novembre 2025 et celle vers L'Anse-à-Lorme au printemps 2026, les destinations accessibles directement depuis Brossard, sans même passer par la gare centrale, vont se multiplier. Donc on pourra aller de Brossard à l'aéroport direct. Direct, ou à Sainte-Anne-de-Bellevue, sans correspondance. Ça change complètement la carte mentale de la métropole. Vu comme ça, effectivement, la géographie change. Mais ce qui semble changer encore plus vite, c'est la façon dont les gens y habitent. On observe un abandon progressif de l'idée de propriété. Oui, au profit d'un modèle locatif tout inclus. Les sources utilisent une expression qui m'a frappé. On parle d'un abonnement à un quartier.
C'est une réponse directe et très pragmatique à la crise de l'accessibilité. Une formule zéro tracas. Un seul loyer qui couvre l'électricité, le chauffage, Internet, même les électros. L'exemple cité dans les documents est très parlant. Ce modèle permet de vivre dans un condo neuf qui a une valeur de 600 000 $, OK. mais pour un loyer mensuel de 2100 $. Sans la mise de fonds. Exactement. Sans avoir à sortir une mise de fonds de 120 000 $, ce qui est devenu impossible pour une grande partie de la population. Et la statistique qui confirme ça, c'est que la proportion de ménages locataires dans ces nouvelles tours approche les 40%. 40% en location, c'est historiquement très élevé pour Brossard. Très élevé. Je comprends l'argument pour le locataire, mais n'est-ce pas aussi un peu cynique de la part des promoteurs? Ils créent un marché où l'achat devient si difficile que la seule option, c'est de leur verser un loyer élevé, à perpétuité. On ne règle pas vraiment le problème d'accessibilité. Dans le fond, on le monétise. C'est une excellente critique. Et c'est le cœur de l'attention de ce modèle. D'un côté, oui, ils capitalisent sur la situation, c'est indéniable. Mais de l'autre, ils offrent un produit que le marché demande. Un logement de haute qualité, bien situé, sans l'endettement massif et les contraintes de la propriété. Et pour les promoteurs, surtout pour leurs bailleurs de fonds comme les caisses de retraite, le modèle locatif est aussi beaucoup plus stable. Il génère des flux de trésorerie prévisibles. C'est plus rapide de remplir une tour locative de 300 unités que de vendre 300 condos un par un, surtout avec les taux d'intérêt actuels. Donc c'est un modèle qui arrange tout le monde en quelque sorte. Mais pour justifier ces loyers, qui restent quand même élevés, l'offre de services doit être à la hauteur. Et là, en lisant les sources, j'ai été assez soufflé. On est loin du concierge et de la salle de lavage au sous-sol. On est dans une autre dimension. L'idée, c'est de vendre une expérience, pas juste des murs. Mais exactement. Sur le plan purement logistique, par exemple, on trouve des salles de colis sécurisées et réfrigérées. Fini le stress de la boîte de repas qui attend sur le pas de la porte. C'est ça. Il y a même des services de nettoyage à sec intégrés à l'immeuble. Et pour le bien-être, là, ça devient fou. On parle de piscine à débordement sur les toits. Et c'est pas anodin, le choix de ces services. La piscine sur le toit, c'est le symbole du statut, un marqueur de luxe. Mais les casiers réfrigérés, c'est une réponse directe à l'explosion du commerce en ligne. Les services comme Good Food, Cookit. Ah, bien vu. Ça montre que le modèle s'adapte à des modes de vie très actuels, où la commodité est reine. On élimine les petites frictions du quotidien. C'est tout à fait ça. Et ça continue. Des gyms de niveau professionnel, avec de l'équipement Peloton ou Rogue. Il manque que le coach privé? Presque. On trouve même des lave-toutous à l'entrée des immeubles pour nettoyer son chien après une promenade. C'est un niveau de détail assez incroyable. Ce qu'on vend ici, fondamentalement, c'est du temps. Du temps. Oui. En intégrant le gym, l'espace de travail partagé, la piscine, on élimine les déplacements et les abonnements multiples. Un résident économise facilement entre 150 et 250 $ par mois en frais externes, sans parler du temps gagné. Mais l'impact le plus intéressant, c'est peut-être social. C'est-à-dire? Je vois aussi qu'il y a des chalets urbains au 30e étage, avec des cuisines professionnelles pour recevoir des espaces de coworking de luxe. Précisément. Tous ces espaces communs, que ce soit le gym, le toit-terrasse ou l'espace de coworking, ça force les résidents à se croiser, à interagir. Ah, ok. Ça crée ce que les sources appellent une communauté verticale. Ça brise l'anonymat et l'isolement qu'on associe souvent aux grandes tours. On n'est plus juste des voisins de palier. On partage des lieux de vie. Exact. Une communauté verticale avec des services de luxe? Ça sonne cher. Et ça m'amène à une question très concrète. Avec un loyer qui couvre tout ça, est-ce que ça revient vraiment plus avantageux que d'acheter, surtout dans un marché aussi chaud? C'est la question à $1 million. Les sources présentent un comparatif budgétaire très clair pour un 3,5 neuf dans une de ces tours en 2026. Allons-y. En location tout inclus, donc avec électricité, Internet et l'accès à tous ces services, on parle d'un budget mensuel total de 2100 $. 2100, ok. Maintenant, pour l'achat du même condo, si on calcule l'hypothèque avec les taux actuels, les frais de condo, les taxes, les services qu'il faut payer en plus, le total mensuel réel grimpe à 3075 $. Waouh! C'est un écart énorme. On parle d'un déboursé mensuel environ 46% plus élevé à l'achat. 46%? Et ça, c'est sans même compter la fameuse mise de fonds de plusieurs dizaines de milliers, voire 100 000 $. Le calcul devient très rapide pour beaucoup de gens. Oui. Et ce modèle est aussi protégé par un cadre réglementaire assez strict. Ah oui. La location à court terme, genre Airbnb, est quasi totalement interdite dans le secteur du quartier. Les amendes sont très dissuasives, ça peut atteindre 2000 $ par jour. Par jour, d'accord. La grande majorité des baux sont d'une durée minimale de 12 mois. Ça assure une stabilité. D'accord, donc le locatif est favorisé, il est protégé,
Mais quel est l'effet sur ceux qui, malgré tout, veulent quand même acheter dans ce coin-là? Est-ce qu'ils se font tasser? C'est là qu'on tombe dans ce que les sources appellent le paradoxe de la rareté. Comme une grande partie de l'offre neuve, on estime entre 65 et 70% est conservée pour la location, Il y a moins de condos neufs à vendre. beaucoup moins. Et cette rareté artificielle fait grimper, ou du moins maintient, très élevé les prix de revente des condos qui existent déjà. Les données le montrent, j'imagine. Clairement. Un condo près du REM se vend en moyenne 15 jours plus vite qu'une propriété similaire plus éloignée. Le modèle tout alloué agit donc comme un stabilisateur de marché. En période de taux d'intérêt élevé, il absorbe la demande des gens qui ne peuvent plus acheter, ce qui évite un effondrement des prix. C'est un écosystème qui s'auto-alimente. C'est fascinant. Alors, si on résume, que faut-il retenir de cette transformation? J'ai l'impression que le mot banlieue ne s'applique tout simplement plus au secteur du quartier. Non, ce mot est mort. C'est un nouveau modèle urbain qui émerge. Dense, hyper connecté et tellement axé sur les services qu'il vient chasser sur les terres du centre-ville de Montréal. C'est exactement ça. La banlieue est morte, vive la nouvelle ville polycentrique. Mais ce développement ultra rapide, qui offre une qualité de vie indéniable à ses résidents, il ne faut pas l'oublier, il soulève cette tension fondamentale qu'on a évoquée. L'abordabilité, oui. Le profil de client visé est clair, le jeune professionnel ou le retraité aisé. Le grand défi de ce modèle pour les municipalités et la société, c'est de trouver comment ne pas laisser les autres derrière. Comment assurer une mixité sociale? La question reste entière. C'est la question qui va définir la réussite de ces projets à long terme, en effet. Pour finir, il y a cette phrase dans les sources qui continue de me trotter dans la tête. On ne possède plus son quartier, on s'y abonne. C'est fort comme image. Très. Si un quartier devient un service, comme un abonnement Netflix ou Spotify, qu'advient-il de l'engagement citoyen et du sentiment d'appartenance? Quand les résidents sont des abonnés, qui peuvent annuler leur contrat après 12 mois, plutôt que des propriétaires investis pour des décennies, est-ce que le tissu social est aussi solide? C'est la question qu'on vous laisse.